Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Troops à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Les Oiseaux aux éditions Futuropolis. Bonjour Troops. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous. Merci. Les Oiseaux, c'est donc un voyage philosophique et écologique entre la Dordogne et Beyrouth. Ce livre a été imaginé en 2018, tu le précises à la fin de l'album. Quel en a été le point de départ? On se connaît un petit peu tous les deux et je me souviens de t'avoir entendu parler de la gestion des déchets à Beyrouth après un voyage. C'était ça le point de départ de cet album? Mais le point de départ, c'est ça, c'est la première visite là-bas et l'étonnement face aux problèmes en fait de déchets, les problèmes écologiques en fait à Beyrouth en arrivant quoi. J'y suis allé d'abord, j'ai été invité par le salon du livre de Beyrouth et donc c'était super. J'ai d'abord été invité pendant le week-end là-bas et puis après je suis parti à Tripoli qui est la ville du Nord en fait. Et là on a longé toute la côte en fait en voiture et c'est merveilleux, c'est la Méditerranée, c'est tu vois les belles couleurs et tout ça. Et puis j'étais étonné de voir des petits villages et puis des petits ports et puis il y avait pas de bateaux en fait, pas de bateaux de pêche, pas de choses comme ça quoi. Donc j'ai demandé aux gens pourquoi et ben, parce qu'il n'y a plus de poissons, ils m'ont dit tout simplement. Donc tu vois, c'était les premiers trucs en fait comme ça. Et puis en creusant un peu cette question, évidemment on tombe vite sur l'histoire des déchets. Tout le monde raconte l'histoire de la décharge qui était à côté de l'aéroport, qui débordait sur la mer, et puis il y a eu des appels d'offres, et puis on l'a déplacé à d'autres endroits. Enfin c'est un serpent sans fin quoi. Et tu parles des poissons dans cet album. Le titre nous donne un indice, ce sont les oiseaux qui vont être importants. Mais avant qu'on parle de ces personnages, puisque ce sont vraiment des personnages dans cette bande dessinée, je le disais, on navigue entre Beyrouth et la Dordogne. Pourquoi ce pensée parallèle pour faire référence, pour faire un clin d'œil à un de tes précédents albums? C'était important pour toi d'être à la fois en Dordogne et au Liban par rapport à ce que tu voulais raconter? C'était exactement ce que je vivais en fait, parce que j'y étais une fois, puis après je suis assez vite retourné quelques mois après pour continuer des interventions scolaires et des travaux là-bas, et d'autres petits trucs. J'ai rencontré des gens là-bas, et du coup j'y allais vraiment régulièrement, et j'avais vraiment je faisais vraiment ces allers-retours, quoi. J'y allais tous les mois, tous les 2 mois, et à chaque fois le contraste était tellement incroyable entre cette ville tentaculaire, très très urbaine en fait. Et puis l'endroit où j'habite en Dordogne, à la campagne, dans une forêt complètement isolée de l'urbanité, quoi. Mais c'est quelque chose, on va revenir aussi sur le fait que, Alain Bougrain-Dubourg le dit sur la 4e de couverture, le fait que tu es un dessinateur voyageur, mais c'est quelque chose qui est très présent dans tes albums, le fait d'être dans différents lieux et de sentir ce qui se passe ailleurs quand on est dans un lieu. J'imagine que c'est quand on voyage beaucoup qu'on ressent ça, mais Ouais. c'est important dans ton œuvre. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est à force de voyager, en fait, on finit par avoir plein de comparaisons, et de se rendre compte des similitudes des choses et puis des différences qui s'affinent entre les choses. Oui, c'est exactement ça. Et comment est-ce que cet album, cette histoire a pris petit à petit forme? Puisque tu le disais, il y avait cette question des déchets, il y a eu ces allers-retours qui ont fait qu'il y avait un contraste à capter, à retranscrire, l'idée d'être dans ces forêts, d'être à Beyrouth au milieu des bâtiments. Comment est-ce que sont arrivés les oiseaux qui donnent leur titre au livre, ces oiseaux avec lesquels tu parles dans l'album? Mais ça a été vraiment ça le déclencheur, en fait. C'est à force de faire des allers-retours entre la Dordogne et Beyrouth, il y a eu un moment où il y a les chardonnerets qui sont apparus, en fait, parce que j'ai vu des chardonnerets là-bas, dans des cages, dans des magasins, et dans un trafic, il y a un trafic international de chardonnerets qui se fait là-bas. Et puis en Dordogne, il y avait des chardonnerets, moi, qui étaient en liberté totale dans les prés autour de chez moi, et qui vivaient une vie complètement différente. Et donc en creusant un petit peu la question, en me renseignant, en regardant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était des oiseaux migrateurs aussi, qui passaient de l'autre côté et tout ça. Et j'ai trouvé plein de liens avec les oiseaux. Et puis voilà, et puis je me suis aussi très vite rendu compte, enfin même avant ça, à Beyrouth, qu'il n'y avait pas d'oiseaux en fait, tout simplement dans la ville, quoi. En tout cas, il y en avait plus que 2, 3 espèces, notamment des tourterelles, une tourterelle très particulière, qui s'adapte à tout, qui est hyper résistante, plus résistante que les pigeons, parce qu'il n'y a même plus de pigeons là-bas, mais il n'y a plus de moineaux, il n'y a plus d'espèces comme ça, quoi. Donc tu vois, la question des oiseaux, j'ai creusé ce truc-là. Et puis après, voilà, quand on creuse un fil et puis qu'on se rend compte que le filon est assez riche, eh bien, on continue là-dessus, quoi.
Oui, mais tu aurais pu ne pas forcément les faire parler. Là, tu dialogues vraiment, puisque dans cet album, tu te représentes, on va y revenir aussi, mais tu dialogues justement notamment avec cette tourterelle dans l'immeuble qui t'explique que là où tu es à Beyrouth, avant, depuis le balcon, on pouvait voir la montagne, on pouvait voir la mer, et en fait, face à toi, il n'y a que des immeubles, que du béton. Il reste un arbre au milieu de tout ça. À partir de quel moment est-ce que tu te dis, mais oui, en fait, il va falloir que j'échange avec ces animaux, ce qui était le cas dans tes tout premiers albums, où ça apparaissait déjà, plus par la suite, mais comment est-ce que c'est devenu une évidence par rapport à ton récit? En fait, au début, j'ai construit le récit avec des rencontres, tu vois, à Beyrouth, avec des personnes, en fait, tout simplement, qui m'ont raconté des choses, justement, sur tu vois, comment ils vivaient, la façon dont ils vivaient là-bas, leur ressenti sur la ville, sur la politique, même sur des choses comme ça. Et donc, tu vois, j'aurais pu faire un album avec des rencontres, un peu album reportage plus brut, quoi. Mais j'ai eu l'idée de mettre des oiseaux à la place des personnes, en fait. Tu vois, j'ai remplacé Plus les de personnes. poésie. Ouais, j'ai remplacé les personnes par des oiseaux. Ce qui m'a permis de faire la même chose aussi en Dordogne. Et tu vois, et comme effectivement, j'avais déjà travaillé ce truc-là avant, voilà, c'était bien, quoi. Puis ça amène une autre vision, une autre poésie, ouais, effectivement. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez les oiseaux? J'ai noté une phrase que je trouve à la fois belle et intéressante. Cette phrase, c'est les oiseaux ne vivent pas moins longtemps que nous, ils vivent plus vite que nous. Ouais, c'est très beau ça. Ouais. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Enfin, c'est des ornithologues, en fait, c'est en fréquentant des ornithologues, on se rend compte de ça, quoi. Qui, en fait, ils ont une vision très particulière, les oiseaux. Ils voient très vite les choses, en fait. Quand on les observe, on se rend compte de ça, quoi. Même des poules, en fait, tout simplement. Ça voit très vite les mouvements, ça voit très vite les choses. Ça voit tomber beaucoup plus vite qu'un œil humain, quoi. Et du coup, voilà, si on essaie de se placer à leur place, en fait, d'être à leur place, on imagine le monde complètement différemment. Et puis il y a ce côté voyageur aussi des oiseaux, le côté migrateur des oiseaux. Il y a très très peu d'oiseaux qui sont vraiment sédentaires, en fait. Il y a quelques mésanges ou comme ça. Mais même les rouges-gorges qu'on voit même en hiver, en fait, ils se déplacent, quoi. Tu vois, ils font 50 km, 200 km, 300 km. Ils ne sont pas du tout inféodés. C'est des animaux très nomades. Ouais, j'aime bien la nomadité, en fait. Tu vois, le fait de bouger, et puis les grands migrateurs aussi, c'est fascinant quand même. Et j'ouvre une parenthèse, mais c'est presque l'exact inverse de ton Monsieur Tortue. Ton Monsieur Tortue, qui est le personnage principal d'une toute petite bande dessinée dans la collection Pattes de Mouche à l'association, où ce Monsieur Tortue, au contraire, lui, il dort un peu et il y a plein de choses qui se passent. C'est l'exact inverse de tes oiseaux. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il est quand même il est migrateur, tu vois, Oui, il c'est marche tout vrai. le temps, en fait. Ouais. Il avance tout Mais le temps. lentement, Mais à très son lentement, rythme. à son rythme, voilà. C'est la Terre qui tourne, en fait, sous ses pas. Lui, c'est ça. Mais il n'est pas purement sédentaire, en tout cas. Non, mais le temps passe. Mais le temps beaucoup passe plus autrement. Ouais. C'est vrai, tu vois, je l'ai fait après les oiseaux. Du coup, c'est peut-être pour compenser. C'est ça a été faire la balance. La rapidité de vision des oiseaux. Ouais. Et pour revenir aux oiseaux et à la situation à Beyrouth, c'est justement quelqu'un qui te raconte ça dans l'album, qui te dit que les ONG locales estiment à 2,6 millions le nombre d'oiseaux tués chaque année à Beyrouth, sachant que 10% seulement des chasseurs ont un permis. Et ça aussi, c'est quelque chose qui semble assez fou, au-delà du fait que la nature est détruite au sein de la ville, qu'il n'y a que quelques petits îlots de verdure. C'est de se dire que le peu d'oiseaux qui restent, on les chasse. On les chasse terriblement, quoi. C'est culturellement une société qui a vécu 30 ans de guerre, quoi, donc tout le monde est armé. Culturellement, ils sont très très là-dedans, quoi. Et donc ils s'entraînent à tirer sur tout ce qui bouge, quoi, tout simplement. Dans les campagnes, c'est très très normal pour les enfants d'avoir une carabine et de tirer sur tout ce qui se passe, quoi. Donc les moindres petits oiseaux, les moindres petits trucs, ça y passe comme ça, évidemment, quoi. Et il y a un vrai défaut de réglementation de la chasse. Enfin, il n'y a presque pas de réglementation de la chasse. Bon, et là, je parle de ça, mais évidemment, en creux, je parle de la situation politique plus générale du Liban, qui est assez catastrophique. Et bon, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais ce défaut de régulation, ce défaut de loi, d'organisation du gouvernement, tout ça, il est un peu partout dans cette société. Et c'est très triste, quoi. Parce que c'est comme si le gouvernement n'était pas là, quoi, pour les Libanais, en fait. Le gouvernement est absent, quoi. Il y a très peu d'aide, il y a très peu de trucs sociaux comme ça. Donc les gens sont obligés de se tourner vers leur communauté.
et qui sont souvent des communautés religieuses. Donc on fait comme ça des petits partis, et puis évidemment on s'affronte les uns les autres, quoi. Et il y a, tu dis je ne me mêle pas de politique, tu nous racontes quand même, et c'est normal pour qu'on puisse bien comprendre le contexte, la destruction de la ville. Est-ce que pour ceux qui ne seraient jamais allés à Beyrouth, qui ne connaîtraient pas la ville, je l'ai un peu dit avec ces immeubles qui apparaissent quand tu es sur le balcon et cette tourterelle qui te dit qu'avant on pouvait voir la montagne et la mer alors qu'aujourd'hui c'est uniquement du béton, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, bien sûr, et on ne réussit jamais à le faire totalement, mais à nous décrire comment est la ville de Beyrouth et peut-être nous parler de cette ligne verte qui redevient grise, tu l'expliques dans l'album pour toujours faire ce lien avec la nature. Ben, la ligne verte, en fait, c'était pendant la guerre. Là, il y avait une ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest, entre les quartiers musulmans et les quartiers chrétiens, où il y avait des affrontements. Et du coup, plus personne ne passait. C'était vraiment un tas de cailloux et puis entre deux barres d'immeubles. Et donc, comme il n'y avait personne qui était là, ben, les arbres poussaient et c'est devenu vert, quoi. Et maintenant, en fait, tout ça, ça a été restauré, évidemment. Ils ont fait des grandes avenues. Elle est redevenue grise. Elle est redevenue grise, effectivement. Ouais. Que te dire de plus? La ville de Beyrouth, il y a aussi un truc assez étonnant, c'est qu'il y a des, on appelle ça des polders, je crois, tu vois, en Hollande ou comme ça, là. Ils avancent en fait sur la mer, quoi. Ils mettent je sais pas, des soutènements, des choses comme ça. Ils font des quartiers qui avancent complètement sur la mer, comme ça. Des choses très très modernes. En avant, c'est toujours des choses en construction, les unes toujours plus hautes que les autres. Mais c'est le cas un petit peu dans le pays en général, en fait, hein, tu vois. Mais là, je parle de Beyrouth, mais parce que tu vois, c'est l'endroit où ça se passe le mieux dans toute la région. J'étais au Caire, j'étais en Cisjordanie, ou dans des endroits comme ça, ou en Turquie, tu vois, dans des coins comme ça. J'imagine en Syrie comment ça doit être. Mais voilà, les problèmes écologiques, les problèmes de construction et d'utilisation du bois pour la construction, même pour manger, quoi, pour tout simplement faire du feu. C'est catastrophique, quoi. Et il y a, tu montes ce petit parc et qui en plus n'est autorisé que pour une certaine catégorie de population. Le bois des pins, ouais, qui se retrouve au milieu de la ligne verte, en fait, voilà, qui est un endroit un peu préservé comme ça. Où il reste encore des pins datant de l'époque, qui ont été replantés et tout ça. Qui était un jardin avant de quelqu'un de très riche là, qui avait ça. Et voilà, ça reste un endroit très préservé, donc mais sous cloche, évidemment. On peut y rentrer quand on a une carte d'identité internationale, des choses comme ça. C'est pas accessible à tous. Tout le monde n'a pas accès à la nature. Exactement, ouais. Et encore, c'est une nature très sous contrôle, quoi. Mais il n'y a pas d'accès, c'est terrible. Et tu le disais, tu parlais d'autres pays et tu l'écris aussi par rapport à cette ville. Tu écris « Pour moi, Beyrouth est à l'image de ce que sera le monde demain, urbain, surpeuplé, sans presque plus de plantes ni d'animaux, en tension et sans harmonie ». Tu penses vraiment que c'est ce vers quoi vont toutes les villes Franchement, je suis assez pessimiste. Tu vois. Je ne veux pas l'être dans le bouquin, mais... Non, mais il ne l'est pas du tout. Mais franchement, je crois, quoi. Franchement. Je crois que vraiment, tu vois, les problématiques de la guerre rattrapent toujours le truc. Il faut tellement de temps pour que ça revienne, pour que ça se calme, quoi. Pour qu'il y ait des choses écologiques qui puissent refaire... pour faire revenir des espèces d'animaux et des choses comme ça, c'est terrible, quoi. Il faudrait une volonté politique tellement forte qu'elle n'arrivera pas. Enfin, ça va pas se faire en 10 ans, quoi. Ça va se faire en 30 ans, 50 ans, peut-être. Mais je veux dire, les conditions quand même de ce qui se passe dans le Moyen-Orient et tout ça, ça dure depuis des années, c'est terrible, quoi. Et il est en train de se passer des choses à peu près similaires au Nigeria, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ou dans des endroits comme ça, où j'étais aussi beaucoup au Laos, tu vois, en Asie du Sud-Est. Et là, c'est pareil, le delta du Mékong, c'est une catastrophe écologique dont il y a des gens qui en parlent, évidemment, mais ça ne fait pas la une des journaux. Il y a d'autres priorités maintenant. Mais il y a plein de barrages, tu vois, qui se font en Chine, un peu plus au nord, en Birmanie, tout ça. Et le Mékong, ça alimente tout ça, quoi. Et il y a des assèchements au Cambodge de lacs qui font vivre des tas de personnes et tout ça. Et après, il y a des points de rupture quand même dans l'écologie où on bloque un truc et puis après c'est fini, quoi. Donc voilà, il y a un développement urbain qui se fait. Urbain, pas forcément riche non plus, hein, mais c'est, tu vois, des développements de favelas, quoi, ou des choses équivalentes, quoi. Ce qui se passe aussi en Amérique du Sud. C'est très lié, je pense, à la démographie, en fait, tout simplement, quoi. En tout cas, une répartition de démographie qui se fait un peu anarchiquement.
Et là, vraiment, Beyrouth, c'est parce que j'ai visité pas mal de villes, quoi. Mais là, c'est vraiment, il y a une espèce de défaut de gouvernement, justement. Une espèce de laisser-aller du gouvernement. Personne ne prend de décision vraiment ferme. En tout cas, elles ne sont pas appliquées. Parce qu'il y a des problèmes d'organisation. Et du coup, on laisse faire les choses. Et c'est le plus riche qui remporte les choses. Et puis, tout simplement. Donc, ça se fait par hiérarchie Généralement, comme c'est pas ça. la nature la priorité Et c'est pas pour la le plus nature, riche. évidemment, ouais, parce qu'on veut faire de l'argent vite fait. Donc, ça va très vite, quoi. Et quand tu dis, tu écris cette phrase que j'ai citée, tu enchaînes en disant que je disais la phrase qui se termine par en tension et sans harmonie, et tu enchaînes en disant sans l'harmonie éclatante et subtile d'une forêt. Et là, c'est la première fois dans l'album en fait qu'on a sur une double page d'un côté Beyrouth, de l'autre côté ta forêt. Jusqu'à ce moment-là, on est sur des doubles pages où on passe d'un univers à l'autre, et c'est la première fois que tu les mets côte à côte pour montrer justement ce contraste entre les grands immeubles de Beyrouth et cette forêt où on voit le ciel. En plus, on voit le haut des arbres et le ciel. C'était pour accentuer justement ce contraste et montrer tout ce qu'on pourrait perdre si on continue justement à aller dans cette direction. Oui, complètement. Ouais. Pour qu'on voit bien les choses en face. Je le dis d'ailleurs, il faut regarder les choses vraiment avec vraiment les choses en face, quoi, tout simplement, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce qu'on voit dans la nature, ou en dessinant par exemple des arbres, tu vois, tout simplement, c'est que c'est d'une complexité extraordinaire, quoi. C'est quelque chose de très. C'est des petites choses qui s'imbriquent magnifiquement. Et quand on dessine des immeubles, c'est un truc carré, tu vois, efficace. C'est esthétique aussi. C'est esthétique aussi. Mais il y a un autre plaisir après, tu vois, de faire des lignes droites ou de faire des petits bits ou des petites spirales, tu vois. Et je penche plutôt pour la spirale et le petit bit, naturellement, quoi. Mais après, voilà, c'est mon avis. Mais c'est ce que je voulais te demander justement sur le plaisir aussi de dessiner la nature, de dessiner les arbres. On voit beaucoup de dessinatrices, de dessinateurs qui dessinent justement des arbres. Et ce qui est fou et ce qui est beau, c'est de voir comment est-ce que tout est très différent, comment est-ce que chacun représente, bon, parce qu'il y a plein de variétés d'arbres bien entendu, mais il y a aussi forcément le trait qui est différent. C'est un vrai plaisir pour toi de te poser, de dessiner la nature et toutes ces planches où on voit justement la forêt. En tant que lecteur, on sent l'amour que tu as pour cette forêt. C'est aussi un plaisir de dessinateur. Ah oui, complètement, ouais, complètement. Je m'en lasse pas, quoi, de dessiner la nature oui, ou les herbes, ou tu vois, un pré avec ce truc-là, des arbres, voir pousser les arbres. Je ne me lasse pas de ça, quoi. Et ce plaisir de dessin est vraiment, il est très très lié à ça quand même, je pense. Je fais toujours des grands arbres là chez moi. Je n'arrête pas de faire ça, quoi. C'est un vrai plaisir, quoi. Mais je viens de là, tu vois. Quelqu'un comme Gilles Rocher, par exemple, tu vois, qui a un copain. Et Gilles, lui, il adore dessiner les immeubles, quoi. Tu vois, ça lui sort quand tu naturellement. grandis au milieu des immeubles, il sait faire ça, mais alors il s'éclate à faire des carrés, des lignes, tu vois, des traits, des machins. Et il les fait magnifiquement, quoi. Moi, quand je fais un immeuble, je rechigne un peu, je pense. Enfin, je sais pas. J'y trouve du plaisir, évidemment. Mais bon, il n'y a pas le même engouement naturel, quoi. Tu vois, comme dessiner des animaux, dessiner des oiseaux, c'est un vrai plaisir aussi pour moi. Tu vois, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire, quoi. Plus que dessiner des personnes, en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai remplacé les oiseaux par des personnes. Mais il y a quand même des personnes dans Bien cet sûr, album, les gens que tu croises. Mais toi aussi, je le disais, que tu mets en scène. Ce n'est pas la première fois que tu te mets en scène dans un album. Comment est-ce que ça arrivait la première fois la première fois où c'était nécessaire par rapport au récit, et comment est-ce qu'on fait avec ça? Parce que j'imagine que c'est particulier d'avoir à se dessiner à longueur de page, à se représenter soi-même. Ouais, c'est compliqué, ouais. Et il y a toujours un problème de représentation, en tout cas d'âge du personnage, ou tu vois, c'est un ersatz de moi-même, un avatar ou quelque chose comme ça. Les premières fois, en fait, les toutes premières fois, j'évitais toujours de me dessiner, en fait. Je passais un peu par des ruses de texte pour me dire, voilà, j'ai vu ça. Ou quand je parlais avec quelqu'un, je faisais juste la personne. Et puis moi, je ne me mettais pas en face. Mais bon, des fois, il y a besoin, au bout d'un moment, on se rend compte que... Donc, je sais pas, j'avais fait un premier album sur la plage qui s'appelle Et aussi pour oublier le reste. Et un de mes premiers bouquins chez Z Éditions. Et là, je me dessinais en fait que les pieds, tu vois. Je me dessinais les pieds, des parties, les mains, ou tu vois, des parties du corps, mais pas le visage en fait. Tu vois. Ou l'ombre, tu vois, l'ombre qui partait, qui parlait, d'autres ruses en fait. Et puis bon, après, à force d'épuiser les ruses, il faut bien s'y mettre. Se confronter.
Mais effectivement, vu que j'ai fait beaucoup de livres où je raconte mes voyages, où je suis en scène, en tout cas, où je parle à la première personne, je peux pas éviter ce genre de truc, quoi. Et c'est particulier Et c'est particulier, ouais, quand même. d'avoir à se dessiner. Ouais. Ouais, j'ai assez du mal même à faire des autoportraits, tu vois, Mm. et essayer de creuser le personnage. Je fais un personnage, en fait, tout simplement, qui est un peu, ouais, qui sert de faire valoir à d'autres personnages, en fait. Mais qui permet d'accompagner le lecteur et de le mettre dans la position d'être à tes côtés et de découvrir ce que tu découvres. Voilà, quoi. Donc, Qui permet de personnaliser aussi voilà, le lecteur, que le lecteur se mette à la place du personnage, quoi. Tu vois. Et tu évoquais Z Éditions, c'était chez Z Éditions aussi qu'il y avait ce très grand livre avec les carpes. Ouais, c'est ça. Parce que là, ce qui était hyper intéressant, je trouvais, c'était qu'on parlait de croquis, des dessins. Là, tu mêlais, c'était des animaux aussi, puisque c'était les carpes. Du Ouais, coup, ça c'était permettait les de parler poissons. des couples, du fait de vivre en communauté, après les couples qui se reformaient. Et il y avait tu intégrais tes carnets, des fois, dans les dessins, si je me souviens bien. C'est-à-dire qu'on voyait la forme d'un carnet et que ça débordait sur la page du carnet. Ouais, c'était ça, c'est le dialogue des carpes. Ouais. En fait, je photocopiais, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, je photocopiais des carnets et tu vois, il y avait Dessiner autour, ok. je refaisais la spirale au dessin, en fait, comme si c'était le carnet qui était à l'intérieur, quoi. Ouais, je remontais le truc comme ça, ouais. Pour dire, voilà, ça c'est un carnet brut, quoi, c'est un dessin brut, et effectivement, j'utilisais ça beaucoup, quoi. Ça marchait bien. Ce que je fais toujours, hein, j'utilise toujours, dans les oiseaux, il y a des Oui, dessins. c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de croquis que j'ai repris, en fait, tout simplement. Mais sur des plus grandes pages, après, tu vois. Mais je les reprends, quoi, en fait. J'ai fait beaucoup de dessins à croquis, à Beyrouth, évidemment. Et les arbres, ces arbres, c'est aussi des dessins de croquis ou Ouais. tu t'es à nouveau assis au pied de l'arbre comme ton personnage dans l'album pour Je l'ai fait, dessiner ouais, bien sûr, ouais. Ah, je me souviens, là, quand j'étais en train de faire les pages, d'aller, tu vois, directement, je fais 20 mètres et je suis dans la forêt, quoi. Donc j'allais dessiner les sols, tu vois, les feuilles par terre, ou les trucs comme ça, les petites branches, faire des croquis comme ça, qui sont des super dessins à faire, quoi. Enfin, que j'aime beaucoup faire, moi. De creuser un peu dans un petit carré, dans un mètre carré, là, tu vois, d'aller voir ça, quoi. Et puis l'album aussi parle du printemps qui arrive, en fait. C'est la fin de l'hiver et c'est le printemps qui est en train de sortir et qui met du temps à sortir et qui met du temps à sortir, qui est une période très très délicate pour les animaux. En fait, une période un peu de tension. Il y en a vraiment beaucoup qui meurent à ce moment-là, quoi. Qui sortent un peu trop tôt de l'hiver et qui claquent. Et puis d'autres qui arrivent à survivre. Et vraiment, tous les jours, tout le monde attend savoir est-ce que ça il va faire meilleur, est-ce que ça va faire meilleur, est-ce que ça va faire meilleur. C'est une période de tension un peu. Comme il peut y avoir des périodes de tension, tu vois, dans une ville comme Beyrouth, où tu ne sais pas s'il y a une bombe qui va tomber dessus, ou si le Hezbollah va attaquer, ou si truc, aussi machin. Il y a une tension qui se passe toujours, quoi. Et quand tu parles de tension, l'accident au port de Beyrouth, l'explosion au port de Beyrouth, elle est exemple, arrivée pendant que tu étais en train de réaliser l'album? Ouais, j'étais sur la fin, en fait, des trucs. J'étais vraiment sur les couleurs et tout ça. Donc, j'en ai pas parlé parce que Il était fini. c'était fini. J'aurais pu, tu vois, j'aurais pu retravailler le truc, l'éditeur aurait été d'accord, tu vois, mais en fait, je me suis dit, c'est encore un phénomène. Et tu vois, et effectivement, quoi, on est un an après presque. Et c'est l'aboutissement d'un truc. Évidemment, c'est quelque chose de dramatique et tout ça, mais des attentats comme ça, il y en a, enfin, celui-là, il est spectaculaire, mais il y en a eu plein tout le temps là-bas, quoi. Et bon, on n'en parle pas forcément, quoi. Évidemment, celui-là, il a fait beaucoup de dégâts parce qu'il y a eu des vidéos, parce qu'il a cassé plein de trucs, mais tu vois, ça n'a pas servi à résoudre pour autant les choses, quoi. Le procès est toujours en cours, on ne sait pas qui a fait quoi, il y a eu des mecs qui ont été assassinés parce qu'ils ont révélé des trucs, enfin, c'est nébuleux, quoi. Bon, voilà, la vie continue à Beyrouth comme ça. Sauf que, en fait, depuis quelques années, moi, depuis le temps où j'y vais plus, en fait, j'y étais pendant, tu vois, 3 ans à peu près, quoi. Et après, le salon de livre m'a réinvité, et puis ça a été annulé parce qu'il y a eu les révoltes, tu vois, des jeunes, enfin les révoltes, les gens qui sont descendus dans la rue, pas que les jeunes et tout ça, ils ont fait des barrages, ils ont essayé de faire changer le gouvernement, où le Premier ministre était parti, enfin, où ça n'avançait pas. Et en fait, ça continue, quoi. Ça continue, ça fait 2 ans, et c'est toujours, on ne sait toujours pas, quoi. Et la livre s'est dévaluée complètement. Il y a plein de Libanais qui quittent le pays pour essayer de venir en Europe. Enfin, le pays est en train de partir. Ça devient de plus en plus complexe, quoi. Et tu évoquais ce pays et d'autres pays que tu as visités. Alain Bougrain-Dubourg, je le disais, signe un court texte en 4e de couverture et il écrit
Troups n'est pas un dessinateur comme les autres, il est également voyageur. Ses vagabondages sont autant de moissons qui enrichissent ses bandes dessinées. Qu'est-ce que tu ramènes de tes voyages concrètement, au-delà des envies de récits? Est-ce que tu ramènes des carnets de croquis, simplement des souvenirs? On l'a vu, comment est-ce que la situation dans un pays pouvait te faire écho à une autre situation que tu vivais, et comment est-ce que tout cela se mêlant, ça pouvait donner une envie de raconter une histoire. Qu'est-ce que tu ramènes de tes voyages qui te nourrissent en tant que dessinateur? Des carnets de croquis, quoi, Ouais. concrètement. Et d'écriture aussi, hein. Tu sais, j'écris beaucoup en même temps. J'ai des carnets d'écrit, quoi, des petits carnets où je me pose des notes comme ça. Et oui, beaucoup de croquis, quoi. Je ramène après des cailloux, de la terre, des trucs comme ça, des objets très de nature, quoi. Voilà. Tu as une bibliothèque de pays? Ouais, j'ai des Voilà, bocaux la en terre fait de- par de- pays, tu vois. En Égypte, tu vois, j'étais un peu dans le désert, j'ai ramené du sable. Voilà, j'aime bien ce genre de truc, quoi. Des cailloux. Où j'étais en Polynésie, j'ai ramené des coquillages, tu vois. Ou chaque fois que je vais sur le Mékong, là, justement, je ramène des cailloux. Et il y a des couleurs comme ça particulières, presque des odeurs visuelles, tu vois, qui restent comme ça. Ouais, le Et, sable. et est-ce que c'est pas aussi, parce que je m'interrogeais sur le voyage, et est-ce que c'est pas aussi ce qu'il voulait dire Alain Bougrain-Dubourg, la posture même du voyageur, qui est de cette attention aux autres? Parce que quand tu fais Mon voisin Raymond, qui est ton précédent album, où on rencontre ton voisin en Dordogne, c'est pas un grand voyage. Et malgré tout, je me disais qu'il y avait quelque chose de la posture du voyageur dans cette attention aux autres, dans cette attention aux choses, comme si c'était des choses nouvelles finalement. Et comme si, au-delà des voyages que tu peux faire en tant que voyageur, c'était ta posture en tant qu'observateur et comme quelqu'un qui a, comment dire, qui a le goût de l'autre, qui a envie de découvrir l'autre qu'on ressent dans tes bandes dessinées. C'est évidemment ce qu'il faut faire quand on voyage, hein, et puis évidemment dans la vie en général aussi. La quoi, bouille tu aussi. vois. Dans la bouille Comme aussi, Raymond, c'est ça, c'était pas loin. Bien T'étais- sûr, bien sûr. Mais oui, il n'y a pas de différence entre le voyage à côté ou le voyage lointain. On se rend compte de ça justement quand on voyage un peu. On sort de l'exotisme, tu vois, on sort de la carte postale et on se rend compte que les gens sont tous les mêmes partout. Sauf qu'il y a des petites différences, il y a des petites variations. Et c'est ces petites variations qu'il faut comprendre, tu vois. C'est l'affinement des choses. Mais après, les gens, il y a des gens colériques, il y a des gens très gentils, il y a des mamas gentilles, et puis des pestes. Enfin, il y a tu vois, tout le truc général est là, quoi. Mais après, les cultures font qu'il y a des différences, quoi. Et ce que j'aime peut-être dans la campagne, tu vois, justement dans le côté rural des choses, c'est que là, les différences sont plus marquées, quoi, je trouve. Elles sont plus originales, elles sont plus, justement, comme un arbre, quoi, tu vois, elles sont plus diversifiées, quoi. Quand on est en ville, tout est un peu plus carré, quoi. On retombe un peu toujours sur les mêmes schémas, je trouve. C'est ma posture, c'est mon truc. En tout cas, je suis plus curieux, moi, des ruralités. Tu vois, quand je vais en Afrique ou au Mexique ou n'importe où, je vais quand même plutôt essayer d'aller voir dans les campagnes comment ça se passe, quoi. Comment on cultive les patates ou comment on cultive le riz. Et c'est jamais la même chose qu'en Dordogne, quoi. Voilà. Mais l'attitude que j'ai pu avoir. Enfin, tu vois, il y a aussi une notion de temps, je pense. Quand tu parles de l'attention qu'on met aux choses, c'est aussi une histoire de prendre le temps, de regarder les choses. Avec Raymond, tu vois, j'ai vraiment pris le temps, parce que c'est sur des années que c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur des années, que j'ai affiné cette rencontre longtemps, quoi. À Beyrouth, j'y étais je ne sais pas combien de fois. Tu vois, j'ai affiné la rencontre, notamment avec Thierry, là, qui est un des rares personnages du bouquin humain, qui est quelqu'un qui est super et qui s'occupe d'écologie là-bas, qui est un gros militant de ça, et qui m'a raconté plein de trucs justement sur les chardonnerets, sur les décharges. Lui qui était vraiment tout le temps, c'est un photographe en fait, il est tout le temps en train d'aller batailler pour. C'est son focus, quoi, tu vois, de faire comme ça. Et c'est un type qui est pas forcément facile d'approche, tu vois, mais en prenant le temps, il est magnifique, quoi. Donc quand on prend le temps avec les personnes, tu vois, c'est bien, quoi. Il ne faut pas se laisser aller à la première impression, même si elle est quand même importante, tu vois, mais il faut quand même creuser, quoi. Donc c'est plus souvent une histoire de temps, peut-être le voyage, qu'une histoire de distance, quoi. On peut voyager, voilà, en prenant le temps, quoi, n'importe où, quoi. Et tu parlais de tout ce que Thierry avait pu t'apprendre de son expérience. Est-ce que
Est-ce que tu as aussi des lectures pour ce livre en particulier, mais peut-être de manière plus générale? Je crois savoir que tu aimes lire justement des écrits ethnographiques ou anthropologiques. C'est aussi des choses qui te nourrissent, j'imagine à titre personnel déjà, mais aussi en tant qu'auteur de bande dessinée. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les. Il y a des auteurs comme Chatwin, tu vois, Bruce Chatwin, qui m'ont beaucoup apporté, quoi. Bien sûr, sur des voyages en Australie ou des choses comme ça, mais moi, j'aime beaucoup l'anthropologie, tu vois, d'Escola ou des gens comme ça m'a toujours intéressé, quoi. Bien sûr, ouais. Et sur cet album, il y a des... Plus spécifiquement, non, pas spécialement de livres, tu vois, là-dessus, quoi. Même, ouais. J'ai lu les auteurs libanais, tu vois, Malouf et tout, des trucs comme ça, quoi, évidemment, mais... Et j'ai plus le nom en tête. Mais... non, j'ai lu des articles, en fait, tu vois, plutôt des choses comme ça. L'Orient le jour, j'ai décortiqué plutôt des choses d'actualité, quoi. Et comment est-ce que tu en es arrivé à, je veux dire, cette simplicité qui apparaît comme une évidence, à savoir les oiseaux? Est-ce que, parce que je sais que quand on travaille sur un album, généralement dans son contrat on met un titre de travail sur lequel on revient ou pas plus tard, comment est-ce que, avec ton éditeur peut-être aussi, au fil des discussions, vous en êtes arrivé à vous dire faisons simple en fait, et bien évidemment qu'en fait c'est ça qui va être le plus efficace et le plus parlant. Moi ça me semblait évident d'entrer, tu vois. Après le titre de travail c'était Beyrouth, tu vois, c'était ça, quoi. Mais après c'est venu assez vite en fait, les oiseaux, on parlait des oiseaux avec Alain David, mon éditeur, quoi. Et moi j'y tenais vraiment en fait, quoi. Ils m'ont proposé tu vois, des sous-titres, tu vois, pour expliciter, pour pas se dire c'est trop général. Voyage à Beyrouth, ou un truc au Moyen-Orient, ou quelque chose comme ça, quoi. Mais je me suis dit non, moi je fais un truc... Je fais un truc brut et puis en fait... Et puis le voyage, on le voit parce qu'on voit les oiseaux qui justement volent et avec les immeubles derrière, donc il y a quelque chose d'immédiat. Je pense, ouais, la couverture est assez parlante. Et puis après on sait très vite le truc, je pense, avec la 4e et tout ça. Et c'est bien, moi je trouve un titre comme ça, quoi. Et je le disais au tout début de notre rencontre, à la fin de l'album, tu donnes la temporalité du livre. Tu dis un album, je vais essayer de me souvenir de tête, mais imaginez en 2018, fini d'écrire en juillet 2019 et fini de dessiner en octobre 2020. Ou en tout cas, à peu de choses près, en tout cas, les années sont les bonnes. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on parle de ça assez rapidement, mais parce que tout le monde ne sait pas le temps que cela prend de faire une bande dessinée. Je trouve ça toujours utile et intéressant de raconter comment ça se passe et de se dire qu'on parlait du temps tout à l'heure. C'est aussi un temps incompressible pour réaliser un album, parce que forcément on est sur sa table à dessin, les planches, cela prend du temps. Là justement, combien est-ce que j'ai un peu donné les dates, mais combien de temps est-ce que ça t'a pris, et comment est-ce que tu travailles, dans le sens où tu dis que tu as terminé d'écrire le scénario. Est-ce que tu es de ces auteurs qui sont très organisés et très respectueux de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qui fait son scénario, qui après fait son découpage et ses planches, et j'allais dire tout prend du temps mais tranquillement et suit son cours, ou est-ce que tu fais partie de ceux qui sont à plutôt avoir une base et ensuite remodeler tout ça en faisant des allers-retours, en réorganisant, enfin comment est-ce que tu travailles concrètement? Je suis plutôt dans les deuxièmes, tu me connais. Mais oui, je sais pas, c'est ces voyages qui ont déclenché la chose, tu vois. Et à chaque fois que je pars en voyage, donc je prends des notes, j'écris, je fais des dessins, je fais des croquis. Et donc j'ai très vite imaginé, tu vois, j'avais des bouts de texte et des choses comme ça, quoi. J'ai d'abord commencé à faire un rough, tu vois, un brouillon de pages, de chapitres, des choses comme ça. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire ça. Et puis quand, au bout d'un moment, l'idée des oiseaux est venue, alors à quelle époque, je sais plus, quoi, peut-être 6 mois après le voyage, tu vois, mais ça que j'ai commencé à travailler là-dessus, quoi. Et là, j'ai foncé là-dessus, quoi. Et ça a pris du temps. Je sais pas, je suis revenu dessus. Pardon. J'ai proposé ça à Alain David, mon éditeur chez Futuropolis, et je lui ai posé un brouillon, tu vois, mais c'est vraiment un brouillon succinct, quoi. Et lui, qui me connaît bien, il m'a dit, vas-y là-dessus, c'est bon, je te fais confiance. Et donc je suis parti là-dessus. J'ai commencé à vraiment improviser les premières pages, quoi, tu vois, vraiment à partir d'un brouillon assez vague, j'ai fait les premières pages, et puis j'ai fait un chapitre, 2 chapitres, et puis bon, je ne savais plus trop où j'allais, puis je retournais à Beyrouth.
Donc Et c'était très empirique en fait. Ouais, je me suis dit, bon, ben, laisse ça pour l'instant, tranquille, il n'y a pas d'urgence. J'ai fait d'autres livres en fait, entre-temps. J'ai fait notamment Cuisine centrale, qui est un livre chez les Requins-Marteaux, qui m'a pris 3 mois. Là, c'était vraiment un truc très court, très en mode commando, tu vois, comme on peut faire avec Baudouin aussi de temps en temps. Un truc très, tu vois, on y va, on le fait, on sort les planches, et puis en 3 mois, c'est fini, clac. Et ça, c'est super, parce que ça te sort la tête du guidon de l'autre truc. Et donc, et en revenant là-dessus, hop, j'ai l'œil tout frais. Donc j'avais fait 20 pages, et ben, j'ai refait mes 20 pages, mais tu vois, avec bonheur, quoi, pour refaire encore autre chose. Et donc je suis allé plus loin, etc., etc. Et au bout d'un moment, j'ai pu représenter à Alain autre chose, quoi, tu vois, un truc plus sérieux, quoi, avec du texte et tout ça. Et après, j'ai commencé vraiment à faire le bouquin. Et là, tu vois, j'ai intercalé d'autres petits trucs, d'autres petits travaux. Je fais aussi des résidences, tu sais, dans les quartiers périphériques à Périgueux, là, avec les SDF, par exemple, en ce moment, ou des choses comme ça. Tu passes 2 semaines là-dedans, ça te sort la tête de toute autre contrainte intellectuelle ou créative, ce qui est très bien. Et puis d'autres voyages, tu vois. Et donc voilà, ouais. Après, c'est tout le temps en train de se refaire, quoi. Tu vois, même jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu rentres ton truc, tu peux changer tes phrases et tout ça. Et je me laisse toujours cette liberté-là, ouais, quand même. L'équilibre tu vois, qui fait un peu la poésie du truc, le rythme du texte, des images, toute l'essence de la BD, en fait. Ça, tu peux le voir vraiment qu'à la fin, je pense. Tu peux vraiment jauger du truc, de cet équilibre. Tu vois, comme un morceau de musique, les derniers mixages du truc, il faut vraiment que ça s'équilibre. Et ça, notamment, il faut avoir la tête claire. Enfin, tu vois, avoir du recul, quoi, par rapport à ça. Mais pas trop non plus, quand même. Il faut être à moitié en dedans, mais pas être complètement détaché, tu vois. Connaître tout son truc par cœur, quoi. Et tu parlais des résidences. Qu'est-ce qu'elles t'apportent artistiquement, au-delà de faire ces pauses qui après font que quand tu reviens, tu as du recul. Qu'est-ce qui s'y joue justement, puisque tu dis que tu es en contact de personnes qui n'ont pas un lien particulier au dessin, encore moins à la bande dessinée, mais c'est monter quand même des projets avec les gens sur place. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments pour toi? Ben, c'est ça justement, tu vois, c'est vraiment le rapport au dessin brut. Et savoir ce que tu fais de ton dessin, quoi, en fait, tout simplement. L'utilité du dessin en soi, quoi. Et là, je me retrouve avec des gens dont je fais des portraits, tu vois, tout simplement, comme on ferait des portraits dans la rue, tu sais, sur un stand, sauf que là, c'est gratuit. Et là, je propose ça à des gens qui sont complètement déconnectés du dessin, qui ne vont même pas lire ou quoi que ce soit, tu vois. Et pour qui les dessins, c'est un truc de gamin, machin. Et ça permet de rentrer en contact, ça permet tu vois, d'avancer, de les mettre au dessin, de passer à autre chose, de les faire penser à autre chose, tu vois. Je fais des interventions beaucoup en prison aussi. Et c'est pareil, tu vois, au-delà du côté... moi, ça m'apporte parce que je veux dire, je suis très curieux de nature, tu vois. J'aime bien aller voir ce qui se passe, rencontrer les gens et prendre le temps, tu vois, de rencontrer les gens parce que ça se fait pas comme ça, quoi. Tu vois, il faut revenir plusieurs fois et tout ça. Et au-delà de ça, en fait, ça permet de voir vraiment le regard des gens sur le dessin, sur ton dessin à moi, quoi. Enfin, tu vois, parce qu'un dessin qui est mal dessiné, quelqu'un qui n'y connaît rien au dessin, enfin tu vois, il va te le dire tout de suite, il y a ce rapport-là, quoi. Je me ressemble pas. Ouais, ça va pas, quoi, tu vois, c'est pas moi. Et ça peut être, même un dessin rapide, il peut être très beau. Ça, les gens le perçoivent, tu vois, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Tu peux faire un croquis rapide, ressemblant et jeté. C'est pas la peine de s'appliquer pour faire un beau dessin, tu vois. Justement, tu vois, ce rapport entre le beau et le pas beau, et ce qui touche et ce qui touche pas. Et le regard des autres est comme ça, brut et cash, sans artifice. Comme avec des enfants aussi, tu vois, dans des écoles. Ça, c'est merveilleux, quoi. Ça, tu le retrouves pas ailleurs, quoi, je pense. Et ça permet de sortir de l'atelier, de ce côté un peu solitaire, tu vois, de partir un petit peu en voyage, quoi, justement. Ouais. Et en ces temps de confinement que nous avons depuis quelques temps, où les voyages sont un petit peu compliqués, c'est pas mal de faire ça, en tout cas. Ouais. Et justement, puisque tu parles de ces voyages qui ne peuvent pas se faire, en tout cas que ces voyages lointains, comment est-ce que tu as vécu, toi justement le dessinateur voyageur, cette dernière année de confinement? Parce qu'il me semble qu'il y avait notamment un voyage chez les Inuits, prévu avec Baudouin, que tu évoquais tout à l'heure. Pas trop malheureux de ne pas avoir pu voyager, et comment est-ce quels sont
les prochains voyages prévus auxquels tu t'accroches aussi, ou tu te raccroches, en espérant que les choses vont aller en s'améliorant. Ouais. J'espère que ça va s'améliorer, ça va forcément s'améliorer oui. au bout d'un moment, quoi. Mais le voyage de chez les Inuits avec Baudouin, ça devait être l'été d'avant, tu vois, l'été 2020. Et du coup, là, il est reporté maintenant à cet été-là qui arrive. Mais c'est toujours dans les tuyaux. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et c'était quoi chez les Inuits, justement? C'était juste d'y aller comme ça? C'est d'y aller et puis faire le travail qu'on a fait. On a déjà fait 3 bouquins comme ça ensemble, de portraits. Tu vois, on fait des portraits et puis on les donne aux gens contre une question, contre une parole avec les gens. Et on met ça sur les bouquins et puis on raconte un peu le quotidien des personnes qui se passent là, tu vois. Et on fait ça à des endroits un peu de tension, tu vois, sur des frontières. On a fait ça au Mexique, on a fait ça en Colombie, chez les FARC. On a fait ça dans la Rouya. Tu sais, la vallée française entre l'Italie et la France où il y avait plein de migrants qui passaient là. Ça s'est un petit peu calmé maintenant, mais il y a toujours ça. Et là, on veut le faire dans le Nunavut, c'est-à-dire donc tout au nord du Canada, dans les territoires rétrocédés aux Inuits. Et où là, il y a des grosses tensions de territorialité qui se passent justement avec le réchauffement climatique en ce moment. La réouverture du passage du nord-ouest, tu vois, il y a des gros tankers qui arrivent. Il y a des compagnies minières qui sont en train, parce que le sol se dégèle, donc ils sont en train de venir exploiter ces trucs-là. Et là, il y a des Inuits qui étaient là, tu sais, comme les aborigènes en Australie ou les Indiens des plaines, tu vois, qui ont des territoires rétrocédés, puis qui intéressent beaucoup d'investisseurs. Et c'est des gens qui ont été un peu perdus dans la société, tu vois, avec l'alcool et toutes ces choses-là, qui sont un peu hors société, qui sont un peu entre deux cultures, qui ont eu des gros problèmes d'éculturation dans les années 70 et tout ça, tu vois, il y a des nouvelles générations qui arrivent maintenant, qui sont en train de se chercher un terrain. En tout cas, c'est des endroits très compliqués, très complexes et assez explosifs et donc très intéressants à aller voir. Et en prenant le temps de les voir justement avec le dessin, tu vois, pas en le faisant. Oui, qui crée quelque chose, c'est une relation immédiatement, j'allais dire douce, oui, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un échange immédiat qui passe pas forcément par la parole dans un premier temps et qui fait qu'il y a une confiance qui peut avoir le temps de s'installer parce que pendant que vous dessinez, toi et Baudouin, forcément les personnes sont en face. Donc il y a au départ, j'imagine, le regard et la parole peut venir après, elle n'a pas besoin d'être là dès le début. Exactement, on peut prendre le temps. Et là, le projet, c'est d'y aller pendant 2 mois, tu vois, 2 mois, voire un petit peu plus, quoi, pendant tout l'été. Là. Donc, tu vois, en 2 mois et en restant dans un petit village, quoi, en n'allant pas plus loin, puis on verra avec les opportunités et tout ça. Mais voilà, prendre le temps, rencontrer peu de monde, mais quand on connaît peu de monde, on les connaît mieux aussi, tu vois, au bon endroit, quoi. Et il y a d'autres envies, d'autres... Bah, il y a ça déjà, mais c'est déjà un beau morceau. Ouais. Après, pas spécialement, j'ai pas plus de trucs que ça, quoi. Je sais pas. J'ai un copain qui est à Libreville, là, aussi, qui est depuis récemment, là. Donc c'est un truc qui me tente très bien, quand même. Pas dans le coin de la tête. Ouais, d'aller voir là-bas, ouais. Je vais retourner à Madagascar aussi, mais tu vois, c'est pareil, tout c'est un peu coincé, quoi. Mais en attendant, il y a la forêt à côté de chez toi. Voilà, en attendant, je suis très privilégié, quoi. Tu parlais du confinement, tu vois, le premier, l'année dernière, c'est super. Moi, je suis resté dans ma campagne. J'ai vu le printemps arriver, il n'y avait plus d'avions dans le ciel, c'était quand même chouette, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. J'avais du travail à la maison, j'avais cette chance-là, j'ai fini mon livre avec bonheur, tu vois, et dans le calme et tout ça, quoi. Donc ça, c'était bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Les oiseaux, donc c'est publié aux éditions Futuropolis et c'est un très très bel album donc, qui nous fait voyager entre la Dordogne et Beyrouth avec ces oiseaux donc si précieux. Merci beaucoup. Merci à toi.